Bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci en tout cas de votre présence, hein. Vous participez donc au webinaire activité partielle longue durée qui a été conçu par l'Arctique de France et je dirais organisé donc à la demande de la Directe Île-de-France. Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreuses initiatives ont été prises, hein, à la fois par les OPCO, à la fois par les organisations professionnelles, les organisations syndicales, également la GFIP, les services santé-travail. Bref, parmi toutes ces initiatives, on a pensé que le thème de l'activité partielle et de l'activité partielle longue durée, puisque le gouvernement a fait florès aussi de beaucoup de textes, de décrets que l'on souhaiterait pouvoir échanger, sur lesquels on souhaiterait échanger avec vous. L'objectif, en tout cas, de ce webinaire, il est globalement de présenter le dispositif, en particulier, je dirais, dans sa dimension, je dirais, négociation, spécifiquement également écouter les entreprises, puisque nous avons mobilisé le groupe des industries métallurgiques, deux PME et TPE, je vais y revenir, et ensuite dégager finalement dans ce qui va être dit, la dimension stratégique qui est impérative pour que l'on puisse, pour vous puissiez mettre en place, je dirais, des actions en faveur de l'activité partielle longue durée. Donc nous allons recevoir, et nous recevons aujourd'hui, d'une part Valérie Rivas, qui est DRH de Good, je fais attention à la façon de le prononcer, également Frédéric d'Oliveira, d'Univera, Yves Lacaille, donc du groupe des industries métallurgiques, Isabelle Chabert, que je remercie des services de la Directe parce que je sais qu'elle est très occupée en ce moment avec les APLD, et Isabelle Roger, donc qui est chargée de mission à la RACT Île-de-France. Je pense n'avoir oublié personne. Je passe de suite, puisque c'est ça l'essentiel, la parole à Isabelle Roger de la RACT. Bonjour à tous. Alors, je vais essayer de vous présenter le dispositif de la façon la plus synthétique possible pour ne pas amputer ce qui va être dit par les personnes qui ont bien voulu témoigner, ne pas amputer non plus toutes les questions que vous poserez dans la troisième partie de ce webinaire. Je vais être succincte, j'ai essayé, et garder toutes vos questions en termes de précision ou de besoins particuliers pour la troisième partie. Je parlerai sous le contrôle d'Isabelle Chabert, que je remercie également, puisque elle connaît parfaitement ce dispositif et qu'elle nous a fait l'amabilité de venir à ce webinaire. Et je prendrai un temps non moins rapide, je l'espère aussi, pour faire un point sur la question de la négociation, puisque ce dispositif est accessible uniquement par voie de négociation, que nous nous adressons prioritairement aux PME et que les PME sont sans doute moins rompues à l'exercice de la négociation. Donc, premier point, l'APLD, c'est quoi ? Un dispositif de soutien des entreprises dans cette période de crise. Il est destiné à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, avec une réserve toutefois, c'est qu'elles considèrent que leur pérennité n'est pas compromise. Nous allons demander à Mme Rivas et à M. De Oliveira de nous apporter leur éclairage sur ce point, les éléments de contexte dans l'entreprise qui rendent le dispositif intéressant, si ce n'est indispensable dans certains cas, et à contrario peut-être les questions qu'il se pose encore concernant son utilisation. Alors, comme l'activité partielle qui avait été revue dans le cadre de la crise, l'APLD permet une prise en charge partielle par l'État d'une réduction du temps de travail. Alors, réduction du temps de travail dans une limite de 40%, exceptionnellement de 50%, avec un accord de la Directe, mais en contrepartie d'engagement clair de l'entreprise en matière d'emploi et de formation. Nous reviendrons plus précisément sur ces points. Alors, quelle prise en charge ? Comme pour l'activité partielle classique, une allocation de 60% du salaire brut est versée à l'employeur. Le salarié percevra quant à lui 70% de son salaire. Alors, il est à noter que l'allocation versée dans le cadre de l'activité partielle classique
sera réduite de façon substantielle à compter du 1er janvier 2021, puisqu'elle passera à 36% du salaire brut. À noter également que les dispositifs, bien sûr, ne peuvent pas se cumuler sur un même objet et que l'activité partielle classique retrouvera son utilisation classique qui permet de couvrir des baisses brutales d'activité de type force majeure. Alors, concernant la durée, nous sommes sur un dispositif à moyen terme, donc renouvelable par période de 6 mois, dans une limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs. Alors, la spécificité de ce dispositif et la nouveauté de ce dispositif par rapport à l'activité partielle classique, c'est que c'est un dispositif qui sera accessible uniquement par voie de négociation, alors par accord, donc accord d'entreprise, accord d'établissement ou accord de groupe, ou accord de branche. Alors, à notre connaissance, mais peut-être cela a-t-il évolué, puisque ça évolue relativement vite par définition, quelques accords de branche seulement ont été signés, 4 ou 5 à notre connaissance, alors dont il faut le noter, l'accord de la métallurgie, puisqu'il a été le premier à être signé et que nous avons un représentant qui témoignera dans la deuxième partie de ce webinaire et qui nous donnera justement les enjeux liés à l'utilisation de ce dispositif et les éléments de la négociation. Donc, dans le cas où un accord de branche étendu existe, l'entreprise pourra s'y référer pour élaborer un document unilatéral qui devra évidemment être conforme à l'accord de branche, ce qui signifie que les entreprises, dans ce cas, ne seront pas dans l'obligation de négocier, mais qu'évidemment, rien non plus ne leur interdira de le faire. Alors, du point de vue du contenu de l'accord, l'aide de l'État est attribuée en contrepartie d'engagement de l'entreprise en matière de maintien de l'emploi et d'une projection de l'entreprise sur son avenir. On pourrait dire d'un projet stratégique si la situation n'était pas aussi critique pour certaines entreprises. L'idée est aussi de mettre à profit ce moment de baisse d'activité pour penser aux métiers de demain, pour sécuriser les parcours professionnels et mettre en œuvre les formations correspondantes. Je pense que l'ensemble des personnes qui parleront après moi auront chacune quelque chose à nous dire sur ce registre des besoins de formation dans les entreprises. Alors, la voie de la négociation permet de penser le projet et les contreparties, puisque c'est une négociation avec les salariés dans un compromis qui soit le plus satisfaisant, évidemment, pour l'ensemble des parties. Alors, ce que l'accord doit comporter, je m'arrêterai sur quelques points. La première exigence en termes de négociation est celle d'un diagnostic partagé de la situation économique, donc partagé. Il ne s'agit pas d'abord de satisfaire l'État, mais de se mettre d'accord avec les salariés sur le diagnostic, puisqu'il va conditionner la suite en termes d'organisation et de contrepartie. Il faudra identifier, définir le périmètre couvert, c'est-à-dire les secteurs, les métiers, les activités touchés par la baisse des activités. Ce qui voudra dire aussi imaginer l'organisation de l'activité en mode dégradé et donc réfléchir à l'organisation du travail. En termes de réduction de temps de travail, il s'agit de moyenne sur une période de 6 mois. Négocier des engagements, donc ça c'est un autre point obligatoire dans la négociation, à négocier des engagements en matière de maintien de l'emploi et de formation. Et évidemment sur ce point, il y a beaucoup d'enjeux pour les deux parties à la négociation. Alors, concernant les engagements plus précisément, sans mention particulière, le maintien, donc sans mention particulière dans l'accord, le maintien de l'emploi concerne l'intégralité des emplois sur la durée de l'accord. Et à minima, le maintien de l'emploi doit être réalisé sur le périmètre concerné par les réductions d'activité.
Sous peine de rembourser les aides qui ont été versées, sachant que il y aura possibilité de justifier d'une dégradation de la situation économique à compter de la signature de l'accord, et donc que cette discussion se fera avec l'État. Concernant la formation, l'ensemble des dispositifs sont encouragés. Le FNE demeure, même s'il sera peut-être plus exactement dans les mêmes conditions. De nouvelles aides ont été mises en place pendant cette période de crise, comme l'aide à l'embauche, des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, ou l'abondement du CPF. Mais il s'agit d'abord de mener une vraie réflexion en interne sur les besoins actuels et à venir. Et évidemment, nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO pour vous accompagner. On a remarqué que dans les inscrits, ils étaient nombreux à être présents à ce webinaire. Alors, je fais un petit détour avant de poursuivre sur la PLD et sur le circuit administratif. Je vais faire un petit détour, j'espère qu'il ne sera pas trop pénible d'ailleurs, sur les règles de la négociation, puisque, comme vous le savez ou non, elles ont évolué de façon notable depuis 2017 avec les lois travail. Et il est désormais possible de signer un accord en particulier, enfin ça c'est un changement notable, en l'absence de délégué syndical, en ayant recours soit au CSE lorsqu'il existe, au mandatement ou au référendum selon les situations d'entreprise. Alors, pour comprendre un peu mieux cette affaire, il faut prendre en compte trois variables. Alors, l'existence ou non de délégués syndicaux dans votre entreprise, sachant que dans le cas où ils existent, ils demeurent les acteurs exclusifs de la négociation avec l'employeur ou son représentant. Deuxième variable, l'existence ou non d'un CSE, d'un conseil social et économique. Et nous verrons qu'il est possible de négocier avec les membres élus de la délégation du personnel au CSE. Et la troisième variable, l'effectif de l'entreprise. Et pour faire simple, plus l'entreprise est de petite taille et moins les exigences sont importantes, sous réserve que l'entreprise soit en règle avec la loi et en particulier avec l'organisation des élections du CSE lorsqu'elle y est soumise. Alors, on va commencer par les entreprises de moins de 50 salariés. Alors, d'abord, les toutes petites, voilà. Donc, les toutes petites, donc les entreprises de moins de 11 ou de moins de 20 salariés qui sont dépourvus de CSE. Donc, pour les entre 11 et 20 dépourvus de CSE, ça suppose que l'organisation des élections ait eu lieu, qu'il y ait un PV de carence. Et dans ce cas-là, un accord est valable par voie de consultation directe des salariés et par une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de l'entreprise. Donc, dans les entreprises de 11 à 20 salariés et de 20 à 50 salariés avec ou sans élus, 2 voies possibles. Ces 2 voies sont possibles au choix de l'employeur. Donc, dans le premier cas, un ou plusieurs salariés mandatés, donc mandatés par une organisation syndicale représentative, auquel on ajoutera donc une approbation par un référendum auprès des salariés qui devra passer à la majorité simple, donc la moitié des salariés, ou deuxième possibilité, un ou plusieurs membres du CSE lorsqu'il existe, mandatés ou pas, et la signature des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. On pourra revenir, si tout ça n'est pas clair, dans la discussion. Alors, dans les entreprises de plus de 50 salariés, alors on a plusieurs cas de figure. Les entreprises qui ont des délégués syndicaux, les entreprises qui ont un conseil d'entreprise. Alors ça, c'est une nouveauté des lois de travail qui est une instance qui vient fusionner les délégués syndicaux et le CSE.
mais qui est très usité a priori. Et enfin, troisième situation, les entreprises qui ne comptent ni délégués syndicaux, ni conseils d'entreprise. Alors, dans la première situation, alors c'est le cas le plus classique historiquement, hein, donc comme je le disais précédemment, la négociation se fait avec les délégués syndicaux comme interlocuteur unique. Par contre, certaines règles ont changé également. L'accord est valable s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales qui représentent 50% des suffrages aux dernières élections. Ou, deuxième cas de figure, par une ou plusieurs organisations syndicales qui représentent plus de 30% aux dernières élections, sous réserve, dans ce cas, d'un référendum à la majorité des suffrages exprimés. Je ne parle pas de la situation du conseil d'entreprise, puisqu'elle est très peu fréquente et que vous l'avez dans le tableau, vous l'aurez dans le diaporama. Dans la dernière situation, pour les entreprises de plus de 50 salariés sans délégués syndicaux, trois cas de figure, mais dans ce cas, ce n'est pas au choix de l'employeur, hein, mais ce sont des situations qui vont venir par défaut selon la situation de l'entreprise. Donc, premier cas de figure qui va être privilégié, donc un ou des membres élus du CSE mandatés par une organisation syndicale représentative et approbation par un référendum à la majorité simple. Donc, si vous avez des membres élus mandatés, vous devez négocier avec vos membres élus mandatés, ou à défaut, un ou plusieurs membres élus non mandatés. Et dans ce cas, ça suppose la signature des membres du CSE, cette fois, à la majorité des suffrages, qui ont eu la majorité des suffrages exprimés aux élections. Et dans le dernier cas, donc toujours à défaut, troisième situation, des salariés mandatés, des salariés, dans ce cas-là, on n'est plus avec des membres élus, hein, des salariés mandatés, avec l'approbation des salariés à la majorité simple. Alors, théoriquement, normalement, votre entreprise doit correspondre à l'une de ces situations. Je pense qu'elles ont été toutes passées en revue. Et si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas forcément vous. Et on y reviendra dans la discussion si ça vous est utile. Je vous renvoie également à un question-réponse qui est très bien fait, puisque même moi je comprends, du ministère du Travail, qui s'appelle la négociation collective, que vous pourrez trouver sur le site internet du ministère. Alors, je reviens à la PLD, je vais essayer d'aller vite, parce que ça va commencer à être pénible, à mon avis, cette affaire. Donc, qui est au processus de validation, puisque quand vous êtes arrivé au bout de tout ça, vous avez besoin d'un processus de validation ou d'homologation de la directe, et donc deux cas de figure, hein, soit vous avez, et c'est ce qu'il faut que vous vérifiez dans un premier temps, soit vous avez, et je pense que vous pouvez d'ailleurs le vérifier avec votre organisation professionnelle, soit il existe un accord de branche, et soit vous devez négocier. Donc, vous vérifiez l'existence ou non d'un accord de branche, et dans ce cas, vous pouvez l'utiliser comme base pour élaborer votre document unilatéral, évidemment restant conforme à l'accord de branche. Si on prend le cas de l'accord Syntec, hein, puisque je sais que Good est rattaché à cette branche, l'accord Syntec donne un modèle, donc dans son accord, un modèle de document unilatéral. Et je ne reviens pas là-dessus, évidemment, rien ne vous interdit de causer à vos salariés et de négocier. Dans ce cas, vous devez consulter le CSE s'il existe, sachant que que l'accord, en gros, que votre document unique, l'accord de branche ne donne qu'un cadre, et que dans tous les cas, il faudra l'adapter à votre entreprise, et vous envoyez ensuite ce document unilatéral à la directe pour homologation. Et j'ai oublié de le mettre sur le transparent, sur le diapo. Elle a 21 jours
pour vous répondre dans le cas d'un accord, d'un document unilatéral, pardon, 21 jours. Dans le cas d'une négociation au sein de l'entreprise, vous demanderez la validation à la directe et le délai dans ce cas est de 15 jours, sachant que la non-réponse de l'administration vaut acceptation en la matière. Alors, petit point important pour nous, la consultation du CSE n'est indiquée que dans le cas du document unilatéral, est indiquée formellement que dans ce cas. Et il nous semble en revanche important de consulter le CSE dans le cadre de ses missions habituelles, puisque la mise en place de ce dispositif aura des impacts importants sur votre organisation du travail, puisque vous allez fonctionner par moments dans des organisations en mode dégradé, et que cette organisation, il faudra la penser avec les salariés concernés, et que de prime abord, un certain nombre de questions vont se poser. La CGC, dans son guide pour les négociateurs, indique un certain nombre de questions. Alors nous, on pense bien sûr à plein de questions, mais à celle, par exemple, de la charge de travail, mais aussi des roulements entre les personnes concernées par la réduction d'activité. Alors, l'administration vérifiera que les éléments obligatoires sont présents dans l'accord, que le contenu du document est conforme à l'accord de branche. Elle vérifiera aussi les conditions de validité et de régularité de la procédure de négociation dans le cadre d'un accord collectif, la régularité de la procédure d'information et de consultation du CSE dans le cadre d'un document issu d'un accord de branche. Voilà, vous y êtes presque. L'essentiel de la procédure est dématérialisé. En cas d'établissement multiple, vous ne déposez qu'une seule fois l'accord à la directe ou le document à la directe de votre choix. Et la demande devra être renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation. L'accord doit aussi être déposé sur la plateforme Téléaccord du ministère du Travail. Et pour conclure le plus rapidement possible, je passerai à la diapo suivante qui vous rappelle que c'est d'abord un accord concerté qui est basé sur l'analyse de votre situation, la prise en compte des enjeux pour les salariés, dans laquelle évidemment la question du niveau de rémunération des salariés devra être mis en discussion. C'est une question essentielle pour eux. Et pour vous aider, diapo suivante, où je vais aller très vite aussi, vous pouvez profiter d'un certain nombre d'aides au conseil. Vous connaissez peut-être le dispositif Objectif Reprise qui est piloté par l'ANACT et qui vous renverra sur votre ARACT. Dans ce cadre-là, vous pouvez bénéficier d'aides au conseil et en particulier d'aide au conseil si vous souhaitez réfléchir à votre projet d'entreprise et préparer votre négociation. Dans ce cadre-là, vous avez également un dispositif sur lequel votre ARAC pourra vous orienter, le dispositif prestation conseil RH, mais vos OPCO le connaissent parfaitement également puisqu'elles en sont souvent porteurs. Alors, sous réserve, et c'est important de le dire parce qu'il n'y a peut-être pas uniquement des entreprises de ces tailles qui nous écoutent, ces dispositifs sont réservés aux entreprises de moins de 250 salariés n'appartenant pas à un groupe. Alors, sans plus attendre, je passe la parole, sauf si Madame Chabert d'ailleurs veut compléter. Sinon, je passe la parole à Madame Valérie Rivas pour une dizaine de minutes. Alors, si vous pouvez en quelques mots nous présenter votre entreprise, la façon dont vous avez été impacté par la crise et la façon dont vous y avez fait face, ce qui va nous permettre de comprendre votre contexte économique et de nous dire en quoi ce dispositif pourrait vous être utile, quelles sont les questions que vous vous posez quant à son utilisation. Voilà, je précise et je reprécise que vous faites partie des secteurs qui font partie de la branche Syntec et que cette branche a signé un accord dans lequel
cadre de ce dispositif, la mise en œuvre de ce dispositif APLD. C'est à vous. C'est à vous. Merci. Merci Isabelle, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, alors donc je représente la société Good. Good, c'est une société qui a été fondée en 2004. C'est effectivement une PME. Nous sommes actuellement un petit peu moins de 40 collaborateurs et nous faisons effectivement partie de la branche Syntec, qui a effectivement négocié un accord de branche sur la PLD et assez rapidement d'ailleurs, ce qui est plutôt facilitant. Alors, en termes d'activité, nous étions initialement une ESN et qui a évolué avec l'arrivée de l'agilité en France. On va dire que nos deux dirigeants créateurs ont été précurseurs en la matière. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes un cabinet de conseil dont l'expertise est l'agilité et qui va accompagner des entreprises pour tenter de les rendre plus durables, plus innovantes, plus adaptables aussi aux facteurs tant internes qu'externes. Et on vit une période depuis plusieurs mois maintenant qui pousse à devenir plus agile. Donc c'est ce qu'on fait. On essaye, grâce à nos consultants ou nos coachs en agilité, d'accompagner ces entreprises à s'approprier les méthodes agiles pour répondre à leurs problématiques et surtout de mettre en œuvre leurs propres solutions, puisque on le sait bien, il n'y a que quand on crée ses propres solutions qu'on se les approprie le mieux. Voilà, donc les problématiques de nos clients, elles sont variées, hein, ça va de la digitalisation, en passant par des transformations soit systémiques, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'entreprise, soit sur des processus, soit sur des directions, donc achat, DSI, donc nos interlocuteurs, ça peut être aussi des directions générales. On va aussi accompagner la dimension managériale de l'entreprise voilà, grosso modo à peu près ce que nous faisons. Bien entendu, nos clients sont majoritairement des grands groupes, tant du secteur public que du secteur privé. Et puis, en termes de secteur d'activité, on intervient dans tous les secteurs d'activité. Ça passe par le transport, par l'industrie, la banque, l'assurance et j'en passe. Alors, nous avons des spécificités, vous l'avez évoqué Isabelle, nous sommes une entreprise sans représentation du personnel, dans la mesure où nous avons un système de gouvernance partagée, à savoir que les collaborateurs interviennent sur des sujets stratégiques, organisationnels, et nous fonctionnons avec un système de cercle de décision qui fait que naturellement, en tout cas nos collaborateurs ont considéré que la notion de représentation du personnel n'avait pas véritablement d'enjeu chez nous, et donc c'est pourquoi nous n'avons pas de CSE et ni de délégué syndical d'ailleurs, puisque effectivement c'est un élément important dans le cadre des négociations d'entreprise. Nous sommes aussi une entreprise en transformation permanente et donc comme nos clients finalement, donc on essaye de s'approprier les méthodes que nous enseignons ou en tout cas que nous transmettons à nos clients à nous-mêmes. C'est pas toujours évident d'ailleurs. Et nous avons aussi une autre spécificité qui est importante, vous allez voir pour la suite, c'est que en fait nous avons un type d'activité qui est très intuitu-personné, à savoir que nos consultants et nos coachs ne sont pas interchangeables, hein, puisqu'il y a une relation de confiance qui s'établit avec le client et qui fait que voilà, tout le monde n'a pas le même champ de compétences et en plus, par ailleurs, il y a une relation de confiance qui doit s'établir avec le client et avec les équipes qui sont accompagnées. Voilà pour la présentation rapide de Good. J'espère que je n'ai pas été trop longue.
Quant à la crise du Covid qui nous concerne depuis le mois de mars, alors nous, je pense comme beaucoup de cabinets de conseil, nous avons été impactés immédiatement par le premier confinement pour différentes raisons. Alors, je vais les schématiser. En fait, on a eu différents cas de figure. On a soit des clients qui nous ont tout de suite stoppé l'émission parce qu'eux-mêmes étaient extrêmement impactés par la crise du Covid. Je pense en particulier, sans les nommer, mais en tout cas au secteur du transport et de l'aéronautique, qui ont eu un effet immédiat. Et qui clairement ont stoppé tous les types d'accompagnement qu'ils avaient par ailleurs avec des sociétés comme la nôtre. Donc là, clairement, nous, l'impact a été immédiat et très fort puisqu'on a plusieurs missions comme ça qui se sont purement et simplement arrêtées du jour au lendemain. Ensuite, on a eu des missions qui ont été, là pour le coup, pas arrêtées définitivement, mais suspendues pour différentes raisons, soit parce que les clients considéraient que l'accompagnement qui habituellement se fait en présentiel ne pouvait pas se faire en distanciel. C'était, on le sait maintenant, plutôt une croyance, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu au début. Donc, du coup, ils nous ont demandé de stopper l'émission en attendant de pouvoir revenir en présentiel. Et puis, on a eu aussi des clients qui n'avaient pas l'infrastructure IT suffisante pour pouvoir porter tout le monde en télétravail, leurs collaborateurs ainsi que les personnes externes comme nos consultants ou nos coachs, et qui du coup devaient faire un choix dans qui pouvait travailler à distance. Donc ça a été le cas de plusieurs de nos clients. Et enfin, nous avons eu des missions dont le démarrage a été reporté, aussi parce que du coup, quelques clients pensaient que la crise n'allait pas durer si longtemps que ça, et en fait, ils préféraient attendre que les choses reviennent dans l'ordre. Après, nous, en interne, on a eu quelques problématiques, mais pas tant que ça, de collaborateurs qui se sont retrouvés avec leurs enfants à la maison et dans l'incapacité de travailler, ne serait-ce qu'à distance. Donc il a fallu aussi gérer. Le résultat de tous ces éléments-là, c'est que on a eu une perte du chiffre d'affaires très forte au tout début du confinement. On a fait des mois à presque moins 50% de chiffre d'affaires, ce qui est énorme pour une petite société comme la nôtre. J'ai du coup dû faire appel très vite au système de l'activité partielle, donc de droit commun, donc le système qui a été mis en place au tout début. Nous avons eu quasiment 60% de notre effectif qui s'est retrouvé en activité partielle, enfin qu'on a dû mettre en activité partielle, et un arrêt, on va dire, très rapide aussi de notre développement commercial, puisque comme toutes les autres entreprises, tout le monde gérait la crise et plus personne n'était dans la projection de l'avenir. Donc, autant vous dire, pas d'appel d'offres, plus de demandes clients, donc vraiment un statu quo pendant plusieurs semaines. Alors, fort heureusement quand même, on a eu des clients qui ont très vite passé le cap en considérant que on pouvait continuer à les accompagner, y compris à distance. Et puis, on a aussi un point positif, c'est qu'on avait une bonne trésorerie, qu'on a continué à protéger, entre guillemets, ou en tout cas à faire en sorte qu'elle reste le plus longtemps possible, voire qu'elle s'améliore, de façon à s'acheter du temps en attendant que la crise passe. Alors, on a pour gérer cette situation, on a travaillé sur 4 axes. Le premier axe, alors avec des temps différents, vous allez le voir. On a eu des choses à très court terme, à moyen terme et bien sûr à plus long terme, parce que finalement cette crise nous a enseigné un point important, c'est que même s'il faut gérer l'urgence court-termiste, il ne faut juste pas oublier l'avenir, parce que de toute façon, il y a forcément un après-crise immédiat.
et que si on ne l'anticipe pas, du coup, ça s'arrête. Donc, sur les éléments à plus court terme, dans un premier temps, on a vraiment travaillé en proximité avec nos clients pour essayer de trouver les meilleures conditions possibles pour maintenir nos missions, ou en tout cas les convertir en distanciel et éviter l'arrêt total de nos missions. Donc là, ça s'est fait vraiment avec notre petite équipe commerciale et nos collaborateurs et nos clients, voilà, de façon à trouver la meilleure organisation pour pouvoir continuer les différents accompagnements. Nous avons aussi, comme un petit peu plus tard, pas au tout début du confinement, mais un petit peu plus tard, beaucoup travaillé sur un plan d'action commercial et marketing pour justement expliquer soit à nos clients, soit à des nouveaux prospects qui vivent aussi cette crise comme nous, ce qu'on peut leur apporter sur ces problématiques-là, tant managériales qu'organisationnelles. Donc là, il y a eu un énorme travail qui a été fait par toutes nos équipes. Ensuite, on a fait un autre travail sur la trésorerie, bien sûr. Je vous l'ai dit, hein, c'était un des éléments majeurs pour la survie de l'entreprise. Donc, on a, comme beaucoup d'entreprises, fait appel au PGE. Et puis, beaucoup travaillé aussi sur les questions d'activité partielle. Si ce n'est que sur Syntec, vous le savez, la convention collective prévoit un maintien de salaire supérieur aux dispositions légales. Et donc, hormis le premier mois où on a maintenu la totalité du salaire, ensuite on a appliqué la convention collective, ce qui est du coup un maintien supérieur au maintien légal. Aussi parce que, en parallèle, on a fait en sorte de maintenir aussi le lien social, puisque ça c'est aussi très important de maintenir on va dire la communauté de l'entreprise en interne, et ceux pour lesquels les missions s'étaient arrêtées, on leur a proposé de continuer à travailler sur des sujets internes, donc de ne pas être en activité partielle totale, de façon à travailler sur l'avenir dans un terme plus ou moins long, à savoir de travailler sur la possibilité, par exemple, de transformer certaines de nos formations, puisqu'on anime aussi les formations pour nos clients, en distanciel, de travailler sur des nouveaux outils à distance, de travailler sur des nouvelles offres en lien avec le contexte économique que nous connaissons tous. Voilà, donc il y a eu un travail aussi là-dessus qui du coup nous a permis de répondre et à l'immédiat et à l'avenir, en continuant pour nous d'investir dans l'entreprise et sur nos collaborateurs. On en a aussi bien sûr profité pour les former. On a comme vous le disiez tout à l'heure, Isabelle, nous avons fait appel à l'ensemble des dispositifs en matière de formation qui nous étaient accessibles, à savoir bien sûr le FNE, formation, mais aussi une enveloppe qui avait été créée par Atlas, l'OPCO Atlas, qui s'appelait Bicovid, qui permettait aussi de former des personnes qui n'étaient pas en activité partielle, plus nos fonds que nous avons maintenus, notre budget interne pour la formation de nos collaborateurs. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur notre pérennité à plus long terme, en essayant de réduire nos frais de structure. Du coup, au mois de juin, on a pris la décision de mettre fin à notre bail sur nos locaux parisiens, de façon à réduire nos frais de structure et le poids de l'immobilier dans notre structure financière. Donc voilà, donc on a engagé un nouveau projet immobilier à la rentrée du mois de septembre, et voilà, qu'on vient de terminer, et qui du coup nous permettra d'intégrer un espace de coworking, donc aussi un changement pour nous fort dans les prochains mois qui arrivent, puisque ça sera à partir du mois de janvier. Et puis, on a stoppé aussi nos recrutements en attendant que la situation aille mieux. Et on a décidé pour l'instant de ne pas remplacer nos collaborateurs qui sont partis tant qu'on a d'autres collaborateurs en activité partielle.
Je peux vous interrompre pour vous demander d'aller aussi sur la question du dispositif pour qu'on puisse laisser la parole aux deux autres personnes. Merci. Je vous en prie. Donc aujourd'hui, avec le deuxième confinement qu'on a connu, qui a un impact qui a un impact moindre, encore une fois, parce que voilà, je pense que les entreprises ont pris l'habitude maintenant de travailler à distance. Voilà, on a passé un cap. Néanmoins, notre constat aujourd'hui, c'est de nous dire que on n'est pas revenu, malgré tous nos efforts et malgré tout ce qu'on a mis en place, nous ne sommes pas revenus à une situation d'avant Covid. On anticipe encore une baisse de notre chiffre d'affaires. On le constate encore tous les mois. On n'est pas encore au niveau. On a encore une petite dizaine de collaborateurs en activité partielle. Et surtout, ce qu'on constate aussi, c'est que on a très très peu de visibilité sur l'avenir. C'est extrêmement compliqué d'arriver à se projeter. Alors, je ne parle même pas de l'année 2021 en entier, je parle ne serait-ce que sur le premier semestre. Donc, on essaye de se projeter à minima sur le premier trimestre avec finalement très peu de certitude et voir sur le premier semestre, mais vraiment avec beaucoup de difficultés parce que les entreprises sont comme nous, elles sont un peu frileuses, elles sont dans le flou et voilà. Donc, ce qui est assez difficile pour nous, c'est de savoir finalement quel sera notre volume de sous-activité, d'où la question de l'activité partielle ou de l'activité partielle de longue durée, dans la mesure où on n'arrive pas à avoir la projection suffisante pour essayer de monter ce dispositif pour nos propres collaborateurs. En tout cas, on se pose la question. Donc, on fait des hypothèses, mais elles ne sont que hypothétiques par définition. On constate aussi qu'on a du coup aussi des tassements de nos coûts, de nos taux de facturation, parce que bien sûr, les clients négocient énormément. Et en fait, tout ça fait que aujourd'hui, dans le flou permanent qu'on a et avec quand même un constat de baisse d'activité, notre projection est compliquée. On va dire qu'au trimestre, on arrive à peu près à avoir une projection, mais au-delà, c'est particulièrement ardu. Ou en tout cas, c'est tellement sujet à évolution court-termiste que en fait on est un peu nous dans une situation d'incertitude et pour lesquelles on n'est pas sûr de savoir quel dispositif on peut mettre en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une baisse d'activité et qu'il faut qu'on puisse la traiter. Ça, c'est sûr. Je ne vous entends pas, Isabelle. Donc, merci beaucoup. On va passer la parole. On va sans plus attendre à Monsieur De Oliveira, sachant que donc moi, ce que je notais, c'est que finalement le dispositif pourrait être intéressant pour vous, mais que je pense, comme aussi beaucoup d'entreprises, il y a une difficulté de projection. Je pense que Monsieur De Oliveira va nous donner une situation un peu différente, si j'ai bien compris. Donc, on va lui poser les mêmes questions, sachant que, comme je le disais en introduction, vous êtes rattaché à la branche de commerce de gros et que vous êtes une entreprise de moins de 11 salariés. À vous la parole. Oui, bonjour, merci. Oui, en effet, pour commencer tout de suite par l'effectif, on est 10 salariés chez Univera. Pour présenter très rapidement Univera, société qui a 12 ans, que j'ai créée. Notre métier, c'est l'outillage à main sur mesure. Donc, ça consiste globalement à éviter que l'opérateur se plie en quatre pour accéder à une vis, mais que ce soit plutôt l'outillage qui se plie en quatre pour permettre à l'opérateur de travailler en sécurité. C'est vraiment notre objectif. Donc, on travaille sur la santé des opérateurs chez Univera. Il faut savoir que l'outillage, c'est la 3e cause d'accident de travail après le levage et le travail en hauteur. Donc notre métier, c'est vraiment d'améliorer la santé des opérateurs au travers de l'outillage adapté. On voit quelques exemples ici derrière moi.
Aujourd'hui, donc sur les 10 personnes, on a 40% de notre activité qui est du bureau d'études, 30% qui est de l'atelier, de la fabrication, 20% de conseil aux clients. Historiquement, on avait deux secteurs très importants. C'était le secteur ferroviaire, qui représentait 70% de notre activité, et le secteur aéronautique, qui représentait 20%, et puis ensuite des secteurs un peu plus divers. Il y a 3 ans, on a mis en place une stratégie pour booster l'entreprise et la développer, et vraiment passer un cap de pouvoir doubler le chiffre d'affaires de la société. Et donc, on a agrandi les locaux. On est basé à Argenteuil, en région parisienne. On a agrandi les locaux pour pouvoir accueillir de nouveaux collaborateurs. On a investi sur des centres d'usinage. Voilà, on a vraiment un objectif et une ligne qui était tracée sur 5 ans. Ça a porté ses fruits, puisque la première année, on fait plus 43%, donc c'est une excellente nouvelle. Et l'excellente nouvelle, c'est qu'on a développé le secteur aéronautique, qui, avec le Covid, bien entendu, fait qu'aujourd'hui, le secteur aéronautique, qui représentait 45% de notre activité, aujourd'hui représente 1 ou 2%. Donc, ça a été une claque, la Covid, très importante pour nous. Assez rapidement, on a maintenu de l'activité, je dirais, sur la partie production jusqu'à fin mars. Bien entendu, dès le début du confinement, on est tous partis en télétravail, mais fin mars, voyant que toute l'activité était à l'arrêt, on a été contraints complètement de fermer l'atelier. Et puis, il y a aussi après une anxiété qui était née dans l'atelier, donc on a décidé de fermer. Donc voilà, pendant 3 semaines, sur le mois d'avril, on a décidé de fermer. Donc ça a été assez violent, mais on a quand même gardé le contact, gardé les liens avec toute la technologie qui existe aujourd'hui. Voilà, on se faisait des réunions assez régulièrement avec toute l'équipe pour garder le contact et voir si le moral était OK. Très rapidement, mi-avril, fin avril, on est passé en mode projet. Donc on s'est vraiment dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à la situation actuelle? On brainstormait, énormément d'idées, énormément de choses qui sont sorties. On a ressorti des projets qu'on avait mis de côté depuis longtemps, et qui au final aujourd'hui, avec le temps que nous laisse malheureusement cet événement, nous permettent de mettre en ordre de marche pour être encore plus près, je dirais, après tout ça. Alors bien entendu, on a mis en place l'activité partielle dès le mois de mars. Dès que ça a été possible, on l'a mis en place. Je ne pensais pas que ce serait aussi violent et long. Alors avec le recul, on pourra dire, ça paraissait évident, mais je pensais vraiment que c'était une petite crise qui allait durer 3-4 mois, et en septembre, tout redeviendrait normal. Donc on a fait le maintien de salaire à 100% sur l'équipe pendant les 3 premiers mois, et au mois de juin, avec la modification de la prise en charge par l'État, et voyant que la crise allait durer probablement beaucoup plus longtemps que ce qu'elle n'était, on est revenu dans le système classique. Aujourd'hui, on est toujours donc dans cette mesure d'activité partielle. On a globalement au bureau d'études 30%, donc c'est 30%, pour résumer, 30% des 10 personnes, on croit, qui sont à 40% de présence. On a 40% qui sont à 80% de présence et 30% qui sont à 100%. C'est principalement la production, parce que dans notre croissance importante, on avait une part de sous-traitance pour accompagner notre croissance, et donc malheureusement, on a été obligé de réintégrer la production, ce qui fait que pour nous, la production est maintenue. C'est plus complexe pour nos sous-traitants, qu'on garde très régulièrement en contact et avec qui on espère pouvoir retravailler très rapidement. Et la partie la plus touchée, c'était le bureau d'études. Mais je tenais à ce qu'ils soient quand même présents 2 jours par semaine, même s'il n'y avait pas d'activité. Ils ont pu travailler sur les projets, ils ont pu continuer à être présents dans l'entreprise, et pour moi, c'était vraiment vital. Et
d'après les retours qu'on peut avoir, je pense que ça a permis de garder du lien et de garder une dynamique d'équipe qui était très positive. Alors voilà, dans les projets, il y avait principalement un projet qui était la diversification client, puisqu'on était, comme je disais, sur 2 secteurs d'activité, ferroviaire et aéronautique. Ça commence à porter ses fruits. On a bénéficié du FNE et donc on a pu former notamment notre assistante aujourd'hui à une partie plus commerciale pour pouvoir un petit peu passer des appels de prospection téléphonique. Donc on a bénéficié de ça. On a profité également du FNE pour former un logiciel métier sur lequel on n'était pas 100% compétent et duquel on ne tirait pas le meilleur. Donc on en a profité également pour former les équipes sur ce logiciel-là. Donc c'est un dispositif qui est vraiment très bien et voilà, je sais que la formation chez nous c'est important et j'espère qu'il perdurera, ça fera partie de mes questions dans le nouvel accompagnement de longue durée et sous une forme un peu similaire. Voilà pour résumer, aujourd'hui donc on tourne environ à 70-75% par rapport à nos prévisions, parce que je remercie d'ailleurs nos clients parce que c'est des grands noms, les grands noms du secteur ferroviaire qui font le maximum pour nous soutenir. Et le secteur aéronautique également, qui, même si on comprend bien qu'avec l'actualité, ils ne peuvent pas passer de commandes et c'est très compliqué, nous appellent pour prendre des nouvelles, savoir si ça va. Donc voilà, on a la chance de travailler avec des grands groupes. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en tous les cas, nous, au niveau des grands groupes, on a vraiment cette cohésion et ce soutien, donc ça fait plaisir. Donc voilà, comme je disais, l'activité partielle nous a permis de limiter très fortement le recours à la trésorerie, puisque aujourd'hui, avec ces 70%, étant donné qu'on était sur une dynamique très positive, on arrive à quasiment ne pas toucher à la trésorerie. On a quand même pris le PGE en secours, en espérant pouvoir le rembourser le plus tôt possible et ne pas avoir à y toucher. Dans cette continuité-là, l'activité partielle s'arrête le 31 décembre. Si j'ai bien compris, et donc l'activité partielle de longue durée, dans notre cas où on est dans une dynamique positive, il y a un arrêt, on sait qu'on est dans un secteur qui de toute façon va mettre du temps à repartir de l'aéronautique. Voilà, je pense que c'est un dispositif qui est bien adapté à une reprise sûre mais lente. Voilà, donc c'est un petit peu dans ce sens-là que je m'intéresse à ce projet-là. Alors, comme vous l'aviez dit, Isabelle, aujourd'hui, nous, on est dans la convention du commerce de gros qui n'a pas signé d'accord. Donc, j'anticipe le fait de devoir faire une négociation interne. Je pense que chez nous, il n'y aura aucun problème pour qu'elle se mette en place. Mais voilà, ce que j'espère, c'est que ce sera... Et là, c'est une question plutôt à Madame Chabert sur la partie de la directe, mais que ce sera quelque chose qui sera très simple à mettre en place, un petit peu comme l'activité partielle. Parce que l'activité partielle, il faut reconnaître que ça a été quelque chose, j'ai été même étonné que ce soit aussi simple à mettre en place et aussi rapidement effectif. Voilà, j'espère que la partie, lorsqu'on ne sera pas dans une procédure de convention, qui sera relativement simple à mettre en place. Et puis globalement, une question aussi peut-être sur le FNE, est-ce qu'il sera prolongé de manière similaire? Voilà. Merci. Est-ce que alors je vais laisser la parole à notre dernier intervenant, Monsieur Lequeil, donc directeur du groupe des industries de la métallurgie, première branche, je le rappelle, à avoir signé un accord. Donc peut-être pareil, comprendre le contexte des entreprises et la pertinence du dispositif, les éléments de négociation dans la branche, les objets de négociation et peut-être un premier retour sur ce que ça donne en termes, dans la mise en place dans les entreprises que vous représentez. À vous la parole. Très bien, merci beaucoup. Alors effectivement, je suis DG du GIM, qui est la chambre syndicale de la métallurgie pour l'Île-de-France. Ça représente à peu près 1800 entreprises, 275 000 adhérents, donc 20% de la branche en France. Et peut-être plus particulièrement, le rappeler, 50% de nos adhérents sont des entreprises de moins de 50 salariés, donc les grands groupes, mais pas seulement. Alors, vous l'avez dit, la branche était très motrice dans cette initiative, puisqu'en fait, il y a eu un manifeste signé avec les partenaires sociaux mi-mai, c'était le 18 mai,
une loi votée le 17 juin, un décret du 28. Le 30, le décret est paru. Pour l'anecdote, les partenaires sociaux de la branche étaient réunis, prêts à signer l'accord de branche. Ils ont attendu la parution du décret, le 30, et 40 minutes après la parution, ils ont signé l'accord de branche dont l'extension a été demandée le 12 août, avec les délais qui vont bien, et une extension arrivée le 25, avec un arrêté d'extension le 25 août. Donc, je crois qu'il faut souligner que c'est un délai canon et qui traduit la très forte réactivité à la fois des partenaires sociaux, mais aussi la qualité de l'écoute et de la réactivité de l'État. Et je crois que c'est important de le dire. Alors, il y a déjà beaucoup d'accords qui ont été mis en place dans la métallurgie. Il y avait des accords qui étaient également à la signature le même jour, là, le 30 juillet, donc c'est allé très très vite. Je rappelle que cet accord, d'abord, il a été fait donc, de façon très consensuelle et en particulier, il a apporté beaucoup de précision. Il permet, je dirais, une sorte d'application quasi directe de l'accord, mais ce n'est pas le sujet, puisque la réalité, la culture, c'est la négociation dans la branche et c'est ce que l'on voit. Et en tout état de cause, je dis quasi direct parce que vous savez bien qu'il y a quand même un certain nombre de documents qui sont à produire et d'échanges à avoir. Nous avons quelques cas d'application quasi directe et qui ont été faits, en tout cas pour ceux qui nous sont remontés, par des entreprises qui, après échange avec les partenaires sociaux, ont convenu, d'ailleurs c'était une demande des OS, que le contexte de la signature n'était pas forcément simple. Ce n'est pas rare dans la négociation et vous le savez bien. Alors, je vais être juste un peu moins positif avant de l'être beaucoup plus sur l'activité partielle longue durée. Et vous voyez bien que le deuxième confinement crée beaucoup plus d'incertitudes. On sait bien, et c'était tout l'intérêt, nous n'avons pas de crise en V, mais ça va être en W ou en je ne sais pas quelle lettre maintenant. Et les entreprises qui ont signé d'ailleurs des accords d'activité partielle qui étaient opérationnels au mois de novembre sont un peu plus en difficulté que celles qui ont de l'activité partielle en ce moment. Donc, c'est un petit sujet. L'autre sujet, c'est que la crise de l'aéronautique à laquelle on pensait, d'ailleurs, mon prédécesseur l'a dit parfaitement, pressent que la crise sera bien plus longue que 24 mois. Donc, on a un sujet qui n'est pas si simple que ça à traiter. Et puis, bon, le vrai sujet, mais c'est la bonne nouvelle, c'est que cet accord permet et nécessite un ajustement à la réalité sur le terrain. Nous avons, nous, des retours d'entreprises qui nous disent faire moins 40%, globalement, c'est bien, mais il faut arriver à gérer des modulations et qu'en équité, discuter de ça avec les partenaires sociaux et le faire passer pour qu'en termes de cohésion, très clairement, en crise, il y a des gens dont on a besoin quasiment à 100% et d'autres à moins que 40%. Donc, l'accord peut prendre en compte la réalité du terrain. Il faut coller le mieux possible, ce n'est pas simple. Alors, si je devais donner peut-être je ne veux pas être trop long, mais donner un retour, c'est que nous, ce que nous faisons, et nous accompagnons les entreprises pour leur dire la PLD, on disait la RME, d'ailleurs au début, l'activité réduite pour le maintien de l'emploi, mais le terme était un peu guerrier, si je puis dire. Mais cette APLD, elle doit s'inscrire dans une démarche assez large, consiste à dire d'abord quelles sont vraiment les compétences essentielles dont j'ai besoin. Donc, il y a une vraie démarche de GPEC à mener. Et cette démarche de GPEC, d'ailleurs, intègre des thématiques, y compris de recrutement et de recrutement d'apprentis. Et on voit que dans la branche, on a maintenu l'apprentissage et c'est important. Je rappelle que cette APLD, elle est très essentielle parce que la crise de 2008 a fait perdre des compétences et nous avons mis des années et des années à retrouver une dynamique positive. Et donc, ce dispositif APLD est très porteur de ce point de vue-là. Après, cette GPEC, elle va permettre de se poser des questions sur les reconversions, les programmes de formation, dont de l'importance du FNE qui a été évoqué, de tous les différents dispositifs qui existent. Et puis se pose la question de l'articulation activité partielle APLD. Et pour certaines entreprises, ne pas échapper, je dirais malheureusement, à des démarches dans lesquelles il y aura aussi des réductions d'effectifs. On voit par exemple des cas, et ce sont des cas pas très rares, d'entreprises qui disent je pense à des PME qui ont 80-90 personnes qui sont dans l'aéronautique, et vous savez que l'automobile et l'aéronautique, c'est à peu près 70% de l'activité industrielle en Île-de-France, et bien qui ont procédé à je vais dire un petit PSE, je suis désolé de dire comme ça, mais c'est un PSE de moins de 10, de moins de 9, et qui ont, parce qu'elles ont voulu se recentrer sur leur cœur d'activité, et qui ensuite ont mis en place des dispositifs d'AP ou d'APLD pour plus durablement faire face à la crise. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet de transformation dans la durée des entreprises que l'activité partielle ne doit pas gommer. Il faudrait que nous évitions, et c'est un peu le problème qu'ont certaines entreprises qui se disent dans quel état est-ce que je serai en sortie de crise, puisque tous ces systèmes, ce sont un peu des
j'allais dire, des anesthésiques ou des dopants. Donc, c'est important en période de crise, c'est très essentiel pour les passer. Ce sont des très bons traitements, mais il y a toujours la question de la sortie du traitement. Donc, nous constatons beaucoup d'articulations différentes, d'entreprises qui ont très vite signé de la PLD, qui en sont plutôt satisfaites, mais qui ont quand même quelquefois beaucoup de difficultés opérationnelles pour dire comment est-ce que j'arrive à gérer des baisses d'activité assez uniformes ou assez peu différenciées, je veux dire, parce que les accords permettent de le faire. Et puis, je crois que ce qu'il faudra dire, et c'est un message qui me paraît très fort, c'est que dans toutes ces entreprises, c'est par le dialogue social et le dialogue sur le terrain que l'on traite ces sujets. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil de souplesse supplémentaire qui permet de voir un peu plus loin. Moi, si j'avais un petit message à glisser, puisque nous avons des représentants de l'État qui ont organisé cette manifestation, je trouve ça très positif, c'est sûrement de rajouter une dimension dans la durée, parce que 24 mois, c'est pas long. Quand on regarde dans le rétroviseur, les dernières crises de l'aéronautique, quand on regarde pas mal de décennies, elles ont duré entre 7 et 8 ans. Entre 7 et 8 ans. Et certains disent qu'il faudra attendre au-delà de 2025 pour avoir un trafic aérien satisfaisant. Je voudrais juste dire que pour les entreprises de la sous-traitance de l'aéronautique, quand les avions ne volent pas, ce sont beaucoup de pièces détachées qui ne sont pas consommées, et dans certains cas, c'est beaucoup plus important quand on voit la quantité d'avions en vol que la production d'avions neufs. Donc c'est un vrai sujet. Je ne veux pas être plus long parce que je vois que nous avons tous beaucoup dérapé, donc je suis bien sûr prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. On ne vous entend pas, Isabelle. Oui, là, ça va. Donc, effectivement, on va passer aux questions-réponses. On peut déborder un peu pour ceux qui restent avec nous. Donc, il y a pas mal de questions. Assez compliqué d'être dans le chat en même temps. Donc, peut-être des questions. On va laisser la parole à Madame Chabert, parce que pas mal de questions sont plutôt adressées à la directe et que, en plus, elle n'a pas encore pris la parole et elle pourra aussi réagir à un certain nombre de choses qui ont été dites. Alors, il y a eu la question de Madame Rivas sur la question de l'anticipation de la baisse d'activité, mais il y a aussi des questions sur le périmètre couvert. Donc, par exemple, une question de Mélanie, alors je prends au hasard un peu, qui nous dit que la PLD ne peut être individualisée, mais comment faire quand seulement la moitié de l'équipe travaille sur le domaine des échanges internationaux et que de ce fait, seule la moitié de l'équipe se trouve dans la capacité de faire son travail. Voilà, donc la question de la répartition de la baisse d'activité et de l'identification des activités ciblées et de la possibilité de ne réduire que entre guillemets, de 40 à 50% maximum l'activité, par exemple. Je vous laisse la parole, Mme Chabert. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de participer également à ce webinaire. Je suis très heureuse de voir également que les entreprises recourent quand même aux dispositifs comme l'activité partielle ou bien le FNE formation. Et donc que l'activité partielle de longue durée est un dispositif un petit peu différent. Par rapport effectivement à la question que vous venez de poser sur l'individualisation, l'activité partielle de longue durée se cale sur les mêmes règles que l'activité partielle de droit commun, à savoir que c'est un dispositif dit collectif qui s'applique par atelier, par service, donc pour l'ensemble des salariés de ce service ou de cet atelier, considérant que c'est une façon de les traiter de manière équitable. Il est possible quand même que l'entreprise puisse gérer par roulement le placement de ses salariés en activité partielle. On peut envisager que ce soit pour l'activité partielle dite classique ou l'activité partielle de longue durée. Des modalités sont à trouver par l'entreprise pour placer ses salariés en activité partielle en respectant ce caractère collectif, en fait. Voilà, l'individualisation est possible hors champ de l'activité partielle de longue durée, par voie d'accord collectif ou par voie de document unilatéral. Donc là, mais c'est hors du champ d'activité partielle de longue durée.
Alors, je souhaitais répondre à Monsieur Oliveira. Par rapport à l'activité partielle de longue durée, Monsieur Oliveira, donc j'ai noté que votre entreprise était située dans le Val d'Oise, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Donc, en fait, les collègues du Val d'Oise seront à votre écoute quand vous serez amené à déposer un accord sur l'activité partielle de longue durée. Ce que je peux faire, c'est qu'il y a un certain nombre effectivement d'informations qui sont déjà disponibles sur le site du ministère du Travail. Et je pense que l'ARACT également a déjà transmis un certain nombre d'éléments dans le cadre de ce webinaire. Pour autant, ce que je me propose de faire, c'est qu'on peut vous envoyer des éléments d'information d'ordre général pour vous aider à négocier. Ce que je comprends, c'est sûr que la négociation dans le cadre d'une entreprise, je ne sais plus quelle est la taille également de votre entreprise. C'est vrai que Isabelle a bien expliqué les différentes modalités de négociation. On entend bien que ça peut paraître parfois un peu compliqué. Bon, on est là pour accompagner les entreprises, bien évidemment. Donc, ce que je peux faire également, c'est vous transmettre par l'ARACT l'ensemble des adresses institutionnelles des différentes unités départementales de la Directe, et notamment celle du Val d'Oise, et vous allez pouvoir prendre contact avec l'unité départementale compétente. Oui, juste très rapidement, mais si vous voulez, je n'ai pas d'inquiétude sur la mise en place au sein de l'entreprise Univera. Mon inquiétude, elle porte plus sur les formulaires et tous les papiers, les justificatifs qu'il va falloir envoyer à la Directe. Oui. Qui était très simple pour l'activité partielle. Oui, parce qu'il va falloir effectivement pour l'activité partielle de longue durée que vous justifiez de la validité du cadre de négociation, donc envoyer un certain nombre de justificatifs. Effectivement, je pense qu'ils sont répertoriés dans les documents que je vais pouvoir transmettre à l'ARACT, donc vous aurez l'ensemble des informations. Par ailleurs, il existe également sur le site activité partielle, ça c'est au-dehors du sujet juridique, il y a aussi le sujet technique. Pour placer votre accord d'activité partielle de longue durée sur le site activité partielle, il y a également aussi un pas à pas qui vous aidera à renseigner le site. Donc, il y a ces deux volets, à la fois juridiques et techniques, mais vous aurez bien l'ensemble des informations dans les documents que je pourrai transmettre à l'ARACT. Merci. Et juste pour terminer, après, est-ce qu'on restera sur le même principe que l'activité partielle, c'est-à-dire sans réponse sous, je crois que c'était 48 heures Non, c'est 21 jours. Alors, pardon, je n'ai pas bien entendu votre question. Pardon, je disais, est-ce qu'on restera sur le même principe de validation, c'est-à-dire sans retour de la Directe dans un certain délai, c'est considéré comme accepté? Oui, alors ce que me disait Isabelle, elle a bien expliqué, dans le cas de l'APLD, soit c'est un document unilatéral, donc la Directe a 21 jours pour homologuer le document, soit c'est un accord et la Directe a 15 jours calendaires pour valider cet accord. Donc on n'est plus sur les 48 heures, mais on est sur ces délais d'instruction. Je vais peut-être poursuivre avec quelques questions parce qu'il y a une frustration de 15 ou 21 jours. Voilà. C'est ça. Alors, quelques autres questions. Alors, une que j'ai envie de vous poser, Isabelle, une entreprise de moins de 50 salariés, si le processus, puisqu'on a bien indiqué qu'il fallait être en règle avec les exigences légales, c'est-à-dire si on est soumis aux élections du CSE, avoir un PV de carence. Et donc, Charlène nous demande, dans les entreprises de moins de 50, si le processus d'élection est initié mais non terminé, est-ce qu'il sera possible de négocier un accord par approbation des salariés? Et elle nous demande aussi, est-ce que les effectifs s'entendent par sirène ou par sirette? Donc, dans le cas d'un processus d'élection en cours. Je vous entends très mal. Ouais. Ça va, là? J'ai entendu la première donc, partie de votre question. Je vais essayer de parler mieux dans mon micro. Donc, la question de Charlène, dans les entreprises de moins de 50 salariés, si le processus des élections du CSE, j'imagine, est initié mais non terminé, est-ce qu'il sera possible de négocier un accord par approbation des salariés? Alors, donc l'accord, comme vous
l'avez bien expliqué, il y a différentes modalités pour négocier un accord. Dans une entreprise de moins de 50, vous l'avez bien rappelé. Oui. Donc, voilà. Donc j'imagine que le processus est enclenché, autant attendre la fin du processus. Et par ailleurs, une fois que l'accord est valablement négocié et signé, il n'y a pas besoin, en revanche, de consulter l'instance représentative, le CSE. Mais je préconise d'attendre la fin du processus. Hein. L'engagement de maintien est-il soumis à une durée minimum? Question de Déborah. Eh ben, en fait, l'engagement de maintien dans l'emploi doit figurer dans l'accord ou dans le document unilatéral. Et c'est bien ça qui engage l'employeur. Elle nous demande dans quel terme, donc ça l'engage sur la durée de l'accord. C'est ça? Isabelle. Oui, c'est exactement ça. Merci. Je vous entends très mal. Hein, je suis désolée. C'est haché. Voilà. C'est haché. J'espère que tout le monde ne m'entend pas de façon hachée. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre question? Oui, alors, une personne qui nous demande si, lorsque l'établissement est fermé, on peut mettre en place la PLD. Si c'est fermé, j'imagine que les salariés ne travaillent pas. Et s'ils ne travaillent pas du tout, je pense qu'on ne peut pas mettre en place ce dispositif puisque la réduction maximale du temps de travail est de 40 à 50%. Voilà. Il y a tellement. Allez-y, Isabelle, hein, si vous voulez intervenir et si vous avez repéré des questions dans le chat, n'hésitez pas. Sur les entreprises dites fermées administrativement, enfin après, je pense qu'elles peuvent. Oui, effectivement, c'est comme c'est 40%, 50% de la durée. Effectivement, ça paraît compliqué, mais j'aimerais attirer votre attention sur des dispositions qui vont arriver prochainement, qui correspondent aussi à des questions qu'ont posées les intervenants sur la durée de la PLD. Il y a des décrets qui sont en préparation pour neutraliser la période actuelle de confinement et permettre aux entreprises qui sont donc en APLD de placer leurs salariés à 100% sans que cela impacte, 100% en activité partielle, sans que cela impacte la durée de 24 mois ou le seuil des 40%. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, on attend ces décrets impatiemment. Ça permettra aux entreprises de négocier et de s'inscrire dans un accord APLD sans pour autant déjà amputer le délai de 24 mois ou le seuil des 40% maximal à atteindre. Donc voilà, ça c'est en cours de préparation. Le ministère nous en a parlé et j'ai cru voir ça également dans un des liaisons sociales. Donc je voulais vous en parler également, quoi. C'est important parce que le dispositif en fait évolue en permanence et tente de s'adapter aux besoins des entreprises repérées, quoi. Notamment sur ce manque de visibilité comme ce qui a été indiqué par les différents participants. Alors, peut-être encore une ou deux questions parce que je vois que le temps passe. Donc, une question sur les conseils techniques pour la mise en place de la PLD. Je pense que Isabelle Chabert vous le disait, vos unions départementales sont là aussi pour vous aider. Vous avez le dispositif dont j'ai ultra rapidement parlé, Objectif Reprise, qui est géré par l'ANACT, qui vous permet de bénéficier d'aide au conseil, mais alors plutôt sur des dimensions qualitatives de construction de votre projet, de votre accord. Et n'hésitez pas non plus à vous rapprocher de votre OPCO pour tous les conseils concernant les engagements en matière de formation. Je pense qu'ils sont à votre disposition habituellement et que vous pouvez, dans ce cadre-là et dans le cadre de la gestion des effets de cette crise, travailler de la même façon que vous travailliez auparavant avec elle. Et comme je l'ai dit aussi ultra rapidement,
un ensemble de dispositifs existent en matière de formation. Alors le FNE, si j'ai bien compris, mais moi je parle aussi sous le contrôle d'Isabelle, mais a priori va être légèrement revu, mais sera encore très intéressant. Alors qu'est-ce qui... Christian, vous n'êtes plus en ligne, mais si vous avez repéré des questions intéressantes, n'hésitez pas. Il y en a tellement. Oui, je voulais, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent là sur le fil de discussion. Moi, ce que je propose, et on en avait discuté préalablement également avec la Direct, donc c'est qu'on va faire, on va conserver l'ensemble de ces questions. On n'arrivera pas à répondre à toutes les questions, parce qu'il y en a qui sont d'ordre très technique, d'autres qui gèrent l'individuel par rapport au collectif. Voilà, donc c'est qu'on puisse reprendre l'ensemble de ces questions, les segmenter suivant certaines classes, j'allais dire, de réponses, et ensemble avec Isabelle Chabert, on pourra dresser quelques éléments de réponse que l'on enverra éventuellement avec les éléments de lien dont on parlait tout à l'heure pour avoir des documents qui puissent servir l'ensemble des personnes qui suivent ce webinaire, quoi. Christian, si je peux me permettre, les sites du ministère, alors je fais de la publicité pour Isabelle Chabert, les sites du ministère du Travail, moi je les trouve extrêmement bien faits, avec de nombreuses questions-réponses sur énormément de sujets, donc n'hésitez pas à y aller, ils sont remis à jour très 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 régulièrement, et nous effectivement on essaiera de reprendre toutes ces questions-là pour en faire quelque chose qui vous soit utile. Isabelle, je ne sais pas si vous voulez apporter, si vous avez repéré des questions qui vous sembleraient, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête rapidement. Non, j'ai pas. Oui, non, je vous remercie. Effectivement, le site du ministère est régulièrement mis à jour. Donc, je vous invite effectivement à le consulter. Il est vraiment sous forme, comme vous disiez, de questions-réponses. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur le site de la Direct également, il y a un certain nombre d'informations. J'en profite pour dire qu'effectivement, le dispositif d'activité partielle dite classique ne se termine pas au 31 décembre 2020, mais bien est réformé au 1er janvier 2021, comme l'a souligné Isabelle. Donc, il perdure. La Direct est attentive aux différentes articulations des dispositifs et également là pour aider les entreprises à bien se retrouver entre la PLD, l'activité partielle dite classique et après éventuellement les futurs, s'il y a besoin, de discuter, mais on est aussi là avec les entreprises pour comprendre comment ils peuvent articuler d'éventuels malheureusement licenciements économiques avec ces différents dispositifs. On est régulièrement en contact avec ces entreprises. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour terminer. Tout à fait. Très bien. Christian, je vous laisse, ou je ne sais pas si on laisse la parole à Monsieur Lacaille. Est-ce que vous voulez intervenir sur un point ou sur un autre, ou est-ce que Non, je pense que merci de me donner la parole. Je crois que c'est important que nous ayons cet échange. Moi, ce que j'ai noté d'ailleurs au fil des questions, et c'est un sujet qui remonte beaucoup parmi les questions de nos adhérents, qui se pose la question de l'organisation du périmètre de l'accord et des effectifs qui sont tournés, parce que c'est un dispositif qui est collectif. Et se pose très clairement la question du fait que vous avez, quand vous vous engagez dans de l'APLD, vous avez des collaborateurs dont vous avez besoin, j'allais dire à 100%, même à 120%, parce que la nature de la crise incite à cela, alors qu'au contraire, vous avez des variations très fortes. Et aujourd'hui, toutes les difficultés pratiques de mise en place de l'accord, y compris pour ceux qui l'ont signé aujourd'hui, portent sur ce sujet et créent beaucoup de contraintes. Et il me semble que c'est un sujet qui, si nous avons encore quelques minutes, je pense que la représentante de la Direct pourrait en dire un mot. En tout cas, moi, je tiens à dire que c'est un outil supplémentaire qui est très essentiel, et que ce sujet-là constitue vraisemblablement le nœud gordien du système. Voilà. Merci. Isabelle, mais peut-être en un mot, parce que désolée. Oui, non, je crois que j'avais déjà abordé ce sujet sur l'activité partielle de longue durée, le cadre collectif et les situations individuelles. Donc, nous, à la Direct, effectivement, on applique les dispositions légales telles qu'elles existent actuellement et donc l'activité partielle de longue durée reste un dispositif dit collectif dans le sens, comme je le disais, ça s'applique aux salariés qui sont dans un même service ou dans un même atelier, etc., par roulement, possiblement par roulement. L'individualisation est un autre cadre, elle est possible, elle est envisageable, mais hors activité partielle de longue durée. Effectivement, c'est un sujet que nous, on pourrait faire remonter au ministère. Pour l'instant, c'est bien le cadre posé actuellement.
si vous avez identifié ça comme un frein substantiel dans le cadre de l'APLD, ce sera intéressant de le faire remonter, puisque comme je vous le disais, donc on voit que le dispositif évolue et s'adapte. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais pour l'instant, nous, à la Directe, effectivement, on fait remonter toutes les questions des entreprises et celle-là pourrait être remontée éventuellement. Mais actuellement, c'est bien le cadre collectif, comme je l'indiquais pour l'APLD, qui s'applique. Merci beaucoup. Christian, je pense qu'on peut conclure le clap de fin donc, pour ce webinaire. Merci en tout cas à tous les intervenants. Merci à tous les auditeurs qui ont suivi cette session. Et faites-nous confiance. On fera remonter, comme vient de le dire Isabelle, mais il y en a deux, Isabelle Chabert, donc dans le fil des discussions, les réponses qui vous intéresseront. Le forum questions-réponses est fait pour ça, sur le site de la Directe et de la Directe Île-de-France, puisque, je le rappelle, c'est à l'initiative de la Directe Île-de-France que cette manifestation s'est faite. Voilà, merci beaucoup, et puis au prochain webinaire. Et merci à tous les intervenants. Merci. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.